Merci de nous suivre sur Afro Info 243 pour rester à la une de l'actualité. En République démocratique du Congo, des affrontements sont signalés ce 25 janvier 2023 autour de la cité de Kichanga dans le territoire de Masisi en province du Nord Kivu dans l'est du pays. C'est au lendemain de la communication du gouvernement congolais qui a condamné avec fermeté l'attaque de son avion de chasse par l'armée rwandaise en ville de Goma. Mardi 24 janvier 2023. Nous allons décortiquer cette actualité, le contour et le contexte de cette agression dans cette émission Critique Actu. Mesdames et messieurs, restez avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver sur Afro Info 43. Je reçois M. Jamal Hussein, qui est acteur de la société civile. Il traite des questions de sécurité et des ressources naturelles. Bonjour M. Jamal, bienvenue. Bonjour M. Angui. Merci beaucoup. Nous allons parler de ces affrontements d'abord parce que le 23 est soutenu par le Rwanda après que l'armée rwandaise ait tiré sur un avion de chasse de la RDC. Il y a eu des communications de part et d'autre, mais au lendemain, ce sont encore des affrontements. Est-ce que c'est pour montrer que la RDC est aujourd'hui en guerre ouvertement? Non, d'abord commençons par apporter une précision de détail. Il n'existe pas le M23. C'est l'armée rwandaise qui est en opération en RDC et qui occupe illégalement une portion du territoire national de la RDC. J'appelle le M23 une mascarade, une tactique de bruit que développe le régime de M. Paul Kagame. D'abord, commençons par apporter cette précision. Parce qu'aujourd'hui, les choses sont telles que sur terrain, il n'existe pas une armée du M23. C'est l'armée rwandaise en fait qui est en opération en RDC. Ok? Ça d'abord c'est une précision que je voudrais que nous ayons déjà. En ce qui concerne l'incident d'hier, où nous avons vu un des appareils de l'aviation militaire de la RDC être chuté, attaqué, alors qu'il était sur cet aéronef, était sur l'espace aérien congolais. Donc, après avoir fait la manœuvre nécessaire pour piquer droit sur la piste de l'aéroport international de Goma. Alors, j'aimerais ici apporter une autre précision détail pour que nos auditeurs, les compatriotes qui nous suivront de partout, puissent comprendre la situation géographique de l'aéroport international de Goma. L'aéroport international de Goma et la piste d'atterrissage est placée géographiquement de manière à ce que tout aéronef qui veut, à part les hélicoptères bien sûr, tout aéronef qui veut atterrir sur cette piste doit crocheter dans l'espace aérien rwandais. Question de prendre la ligne pour piquer droit sur cette piste-là. Donc il est techniquement, d'après les règles du pilotage, impossible qu'un avion atterrisse sur l'aéroport international de Goma sans avoir piqué un peu sur l'espace aérien rwandais. Ça d'abord, c'est quelque chose qui doit être clair. Mais ce que je sais, les accords de l'aviation internationale, que ce soit civile ou militaire, a traité ces questions-là. Donc, il n'est pas justifié ou justifiable pour le Rwanda de tirer sur un appareil qui vient atterrir sur la piste de l'aéroport de Goma, militaire ou pas. Alors, nous allons parce qu'elle est passée par son espace aérien. Maintenant, la question la plus importante, au moment du tir qui a été fait sur cet aéronef, l'aéronef n'était plus dans l'espace aérien rwandais. Parce que l'aéronef était déjà dans la zone habitée du côté de la RDC. Et les dégâts, il y a des images. Et il y a des dégâts. Une maison qui a été touchée. Du côté de la RDC. Du côté de la RDC. Ce qui fait que c'est le Rwanda qui a violé militairement encore
Parce que depuis 1996, le Rwanda ne fait que le faire. Aujourd'hui encore, c'est une illustration que le Rwanda a violé les territoires et l'espace aérien congolais en tirant des roquettes pour abattre un avion congolais dans l'espace aérien congolais. Donc c'est un acte de guerre ouvert. Voilà, nous allons aborder le contexte parce que le ministre de la Communication a essayé un peu d'expliquer dans sa communication. Il y a cet avion de chasse qui revenait de Massissi où il y avait des affrontements entre le M23, donc le M23 soutenu par le Rwanda, et les FARDC, comme vous avez dit, ou la RDC entre et le Rwanda. L'armée congolaise et l'armée rwandaise. On peut le dire comme ça. C'est ça la vérité. Bien sûr, selon le gouvernement congolais, le Rwanda a renforcé le M23 en hommes depuis les Bwito et tout pour conquérir d'autres espaces dans le Massissi. Mais c'est en revenant de Massissi justement que cet avion a reçu ces tirs-là du Rwanda. Est-ce que c'était préparé ou c'est un geste de frustration? Non, il y a deux choses qu'il faut faire ressortir. D'abord, c'est ce que nous dénonçons chaque jour. L'infiltration au sein de nos services de sécurité. Parce que pour faire cette manœuvre, l'avion peut avoir entre 10 à 15 minutes et piquer droit directement sur l'aéroport international de Goma. De Massissi attendez, je parle de la manœuvre pour piquer vers. Là, on parle alors de 15 secondes, c'est pas 15 minutes. Non, 15 c'est beaucoup. En fait, pour un aéronef, oui, c'est assez peu. Ouais. Parce qu'il faut qu'elle prenne et puis piquer directement. Mais pour le gros porteur, ça prend un peu du temps, ça peut prendre 10-15 minutes. Ouais. Okay. Alors, pour ces avions de chasse, c'est un clin d'œil. Ça veut dire ceci, c'est que les tireurs étaient déjà informés que ces avions étaient en train de revenir. Au moment précis, à la minute, à la seconde précise. Donc, il y a eu une fuite d'informations. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Il y a eu une fuite d'informations sur les mouvements, donc avec un timing précis. Parce que quand vous regardez ces tirs, donc, c'était une fraction, ça s'est joué à une fraction de seconde. Évidemment. Parce que si l'aéronef aurait eu une fraction de seconde d'avance, elle aurait été touchée. Heureusement qu'il a déployé son système anti-missile. C'est ce qui est en fait sauvé. Mais ça ne marche toujours pas. Vous voyez? Alors, ça c'est un premier fait. Le deuxième fait qui va se poser, c'est celui-ci. Lorsque on tire sur cet aéronef, c'est un spectacle visible. Ça me rappelle une chose. C'était à 17h. À 17h. Heure locale à Goma. Un moment où, 17h20, un moment où toute la population, elle est active parce qu'elle est en train de rentrer chez elle. Ouais. Vous voyez, la population de la ville de Goma, elle est très active et les gens vaquent à leurs occupations librement. Ça me rappelle un fait. C'est l'assassinat du président Juvenal Habyarimana, alors qu'il revient d'un sommet des chefs d'État sur l'aéroport Kanombe de Kigali et on tire sur son aéronef. Et c'était l'élément déclencheur du génocide rwandais. Ouais. Maintenant, imaginons-nous, juxtaposons ces deux événements. Quelle aurait été la réaction du peuple congolais dans la ville de Goma si cet avion-là aurait été abattu par un missile qui vient du Rwanda? Vous voyez à quel point le régime de Paul Kagame, c'est un régime sanguinaire. En fait, comme le président Félix Tshisekedi l'avait dit, le problème de la paix dans la région des Grands Lacs, ce n'est pas un problème d'intérêt ou autre. C'est Kagame le problème. C'est le régime rwandais qui est le problème. Imaginons-nous, qu'est-ce que ça aurait été? Quelle aurait été la réaction de la population de la ville de Goma? Alors, ça aurait été des manifestations spontanées et on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être même des débordements, parce que lors des manifestations précédentes, on a vu des populations qui voudraient entrer au Rwanda. Pourquoi Paul Kagame, dans sa folie meurtrière, veut plonger encore la région dans une crise majeure? Parce que ceux qui sont en opération au Congo, ce ne sont pas l'M23. L'M23 n'a pas une armée. Ça, ce sont des marionnettes qui ne valent rien.
L'acteur majeur de cette crise dans la région s'appelle Paul Kagame et tout son staff, tout son régime, et qui agit tant en RDC, au Rwanda, dans la région et à l'international à travers les réseaux du Tutsi Power. Alors, imaginez que lundi, c'était prévu une rencontre à Doha, au Qatar, entre lui et Félix Tshisekedi. Les peuples congolais. Félix Tshisekedi a justement simplement refusé. Et si Félix Tshisekedi aurait accepté cette démarche, et puis 2 jours après, c'est un avion de chasse congolais qui est tiré par l'armée rwandaise. Je pense que les on va faire encore confiance en toutes ces démarches ici de Nairobi, de Luanda, parce qu'on a parlé d'un cessez-le-feu que les FARDC respecté, mais jusque-là, dans la communication du gouvernement congolais, on a parlé d'un droit légitime de défendre le territoire national congolais. Là, ça veut dire qu'on entre en guerre, on accepte qu'on est agressé et qu'on doit se défendre, ou alors on attaque aussi l'ennemi qui est sur notre territoire. Alors, je pense que le président Félix Tshisekedi a compris quel est le point de vue de la population par rapport à toutes ces démarches vis-à-vis du rapprochement avec le Rwanda de Paul Kagame. Depuis qu'il avait commencé, le président Félix Tshisekedi, je pense que c'était l'année 2021, quand il a commencé à dire, voilà, c'est mon frère, les populations avaient dit, messieurs, nous connaissons bien ces messieurs, c'est pas ton frère, c'est un ennemi mortel. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi a compris que la population avait raison. Et parce que la population aussi a mis des lignes rouges. On ne veut pas d'un quelconque rapprochement entre notre président et le président rwandais. On ne veut pas. Et si le président Félix Tshisekedi peut vouloir nous diriger par défi, on va lui montrer que la population de l'Est du Congo n'est pas comme celle de Kinshasa qui est facilement manipulable. Ici, à l'Est du Congo, nous, on réfléchit. On n'est pas manipulable. Qu'il pose la question à son prédécesseur, Joseph Kabila. Il avait été vomi par la population de l'Est. Il arrivait ici comme une personne qu'on ne connaissait même pas. L'histoire est têtue. À l'Est, on ne peut pas nous diriger par défi. Parce que nous connaissons les choses. On n'est pas comme les Kinois. Le peuple de la ville de Goma, la population de la ville de Goma, et puis j'assume ce que je viens de dire. Parce qu'il y a une telle distraction à Kinshasa qui fait qu'aujourd'hui le Congo est en train d'en pâtir. Et une des solutions durables pour le développement du Congo, c'est qu'on déplace la capitale politique de la RDC de Kinshasa vers une autre ville. Dans le centre, par exemple, à Mbujima, voilà. Qu'on mette ça même à Sankuru, qu'on mette ça n'importe où, même dans une brousse, on va construire. Mais il faut que la capitale de la RDC, politique, je dis bien, Kinshasa peut rester la capitale culturelle. Parce que là, il y a plus de culture que de politique. Vous voyez. Alors, je reviens sur notre propos. C'était une parenthèse que je ferme. Alors, je reviens sur notre propos. Nous, ici à l'Est, nous avons compris. Raison pour laquelle tu as vu, dès que la force de l'EAC est arrivée ici, les Kenyans, la population a observé, on a analysé. Ça, c'est une conscience collective. La population a analysé les faits, les gestes et les déclarations. Et très vite, nous avons compris les jets de l'ennemi. Que la force de l'EAC, en fait, elle n'est pas là au Congo pour venir défendre les intérêts du Congo, mais elle est là pour défendre les intérêts du M23. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais parlé d'une force tampon, d'une zone tampon qui devait être créée entre les FARDC et l'M23 dans ces fameux accords. Le président Félix Tshisekedi nous avait jamais dit ça, qu'il s'agissait en fait d'une force qui allait venir concrétiser une zone tampon, ça non, ni nos généraux. Je pense que c'est le M23 qui a imposé cette approche à Kibumba. Si les FARDC s'approchent de cette zone, nous allons tirer le feu. Ça veut dire c'est le M23 qui avait imposé cette approche. Ça veut dire ceci, le M23 étant un mouvement terroriste, évidemment, n'a pas droit d'imposer quoi que ce soit en RDC. Et puis à la force de l'EAC, parce que c'était compliqué à Kibumba. Le M23 avait dit, nous allons nous retirer de Kibumba, mais nous ne voulons pas voir un seul élément du FARDC. ne s'est jamais retiré de Kibumba, ni d'ailleurs de Rumangabo aussi. C'était aussi. Ça, c'est un fait. Ouais. Alors, dans le fait, nous, la population des Goma, nous, la population de l'Est, nous avons fait la lecture et nous avons compris les gestes. C'est pourquoi aujourd'hui nous disons, dégage, cette force de l'EAC doit partir. Voilà, loin de la force de l'EAC, le gouvernement congolais a aussi évoqué, en tout cas les élections, les enrôlements dans cette période. Le Rwanda avait déstabilisé cette zone de Rutshuru, Masisi, mais aussi, il y a un fait, le gouvernement a parlé de la communauté internationale. Donc c'est comme si le gouvernement remettait le Rwanda entre les mains de la communauté internationale, avec tout ce qui se passe. Est-ce que vous pensez que c'est encore de la naïveté? À outrance. Et je condamne ça. Je fustige ça. Avec un acte de déclaration de guerre
tel que nous l'avons vécu hier, ce n'était pas les communiqués qu'il fallait publier. Ça, c'est un communiqué qui démontre de la faiblesse notoire du gouvernement congolais qui ne sait pas prendre les initiatives pour avoir la prédominance, la prépondérance dans ce conflit qui est en train de perdurer depuis aujourd'hui plus de 25 ans. Donc, la RDC démontre le gouvernement congolais démontre qu'elle est incapable de défendre son territoire national. Quel est ce pays, même les Laos, même les Lesotho, qui peut confier la sécurité de ses frontières, la sécurité de ses citoyens, à une force de l'EAC ou de n'importe qui? C'est un aveu de faiblesse, et un aveu, ça j'assume, un aveu d'échec à protéger les territoires nationaux. Ces communiqués-là. Mais c'est aussi un respect aux accords régionaux. Il n'y a pas d'accord. Parce qu'à Luanda, on avait accepté un cessez-le-feu. C'est que les terroristes n'ont pas respecté. Que le Rwanda n'a pas respecté. Oui, mais la RDC quand même a fait des efforts. C'est pourquoi le gouvernement a accepté d'ailleurs de laisser la faute de l'EAC à Kibumba ou encore à Rumangabo pour le retrait qui sera progressif. Qui a pour obtenir un retrait définitif maintenant, selon l'accord la feuille de route de Luanda. Qui a l'initiative sur le terrain? Est-ce le gouvernement congolais ou l'armée rwandaise? Parce que moi, je ne parlerai plus jamais du 1-23. C'est l'armée rwandaise qui est en opération en RDC. Ouais. Qui a l'initiative de l'action? Ce n'est pas notre gouvernement. Ce n'est pas notre armée. Soyons francs avec nous-mêmes, ne nous mentons pas. Qui a l'initiative? C'est l'armée rwandaise. Notre armée ne fait que reculer depuis que la cité de Bunagana est tombée. Bien sûr. Qui a l'initiative? C'est l'armée rwandaise, les RDF qui sont en opération en RDC, qui ont l'initiative. Voilà. Soyons sérieux. Oui, les déclarations des deux côtés sont de nature diplomatique. Mais on n'a pas encore parlé de l'aspect militaire. Alors, je vais vous dire une chose. Ouais. Dans les contextes des affrontements armés, la diplomatie, la propagande viennent en appui à l'initiative militaire, à l'action militaire. Parce qu'au finish, même la diplomatie, même la propagande, c'est le résultat des affrontements militaires qui va définir les gagnants et les perdants. On n'a jamais gagné une guerre par la diplomatie. On peut éviter une guerre par la diplomatie, mais une fois que nous avons une situation de belligérance telle que nous les voyons aujourd'hui, la diplomatie ne viendra qu'en appui. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que le gouvernement congolais peut dire un veto de quitter et de partir? La réponse est non. Pourquoi? Parce que les rapports de force sur terrain, les rapports de force militaires sur terrain sont en défaveur de l'armée congolaise. Pour avoir accepté cette feuille de route ou le communiqué final. Ça c'est ce qu'on appelle le calme avant la tempête. C'est le calme avant la tempête. Moi, je ne suis pas naïf. Et je recommande à ce que les Congolais, nous cessions d'être naïfs. Seuls les rapports de force sur terrain vont définir qui va gagner cette guerre ou pas. Et puis, il faut qu'on les sache. Pour les Rwandais, pour le gouvernement rwandais et la population rwandaise, nous avons vu dans une vidéo où les gens à Gisenyi acclamaient le fait qu'ils ont tiré sur notre aéronef, qui n'était même pas, qui ne constituait même pas un danger pour eux. Précisons, cet aéronef ne constituait pas un danger ni pour la population rwandaise, ni pour les infrastructures rwandaises, ni pour l'armée rwandaise. Parce qu'elle était sûre dans l'espace aérien congolais. Ouais. Elle venait atterrir à l'aéroport de Goma, qui n'est pas un aéroport rwandais. Ça, je le précise. Et puis, l'avion n'était pas en opération. Elle était en train de revenir à sa base. Elle n'avait pas présenté une situation d'hostilité vis-à-vis du territoire rwandais. Ni de rien de ce qui est rwandais. Mais nous avons vu des Rwandais applaudir. Donc, nous avons déjà compris le message. Et nous, la société civile, rappelez-vous, si vous avez vu, j'avais lancé en son temps une campagne de boycott contre les produits rwandais. Aujourd'hui, ce même message est en train de circuler. Tous les Congolais vont boycotter les produits rwandais. Et on verra ce qui va mener. Et je vous rappelle vous avez appelé le mouvement citoyen des groupes de pression à une journée ville morte. Ouais. Ce jeudi 26 janvier 2023. Et la population va le respecter. Alors moi, je m'imagine maintenant l'ampleur que va prendre cette manifestation. C'est pourquoi, c'est pourquoi nous, la société civile, nous, les mouvements citoyens, nous avons toujours eu raison en fait. C'est aujourd'hui nous qui protégeons la ville de Goma.
Parce que rappelez-vous, quand l'M23 était en train de taper sur Kibumba, les autorités militaires ici commençaient à faire fuir leur famille à Bukavu. Mais nous, on était là. On est descendu dans la rue et nous avons défendu notre ville. Et nous défendrons toujours notre ville. Cette ville de Goma ici ne tombera jamais entre les mains des Rwandais. Il y a un aspect stratégique que je voudrais souligner avec vous avant de terminer cette émission. Félix Tshisekedi qui a refusé de rencontrer Paul Kagame à Doha. Ça, c'est un geste qui a été salué. S'il l'aurait fait, ça aurait été vraiment salué par la population. L'opinion. Tous nous sommes d'accord avec ça. Et s'il reste sur cette lancée, refuser des démarches diplomatiques qui n'apportent pas de solution. Qui n'apporteront à rien. Des solutions aujourd'hui, mais nous ne devons pas oublier qu'il y a une force régionale qui est sur le territoire congolais. Quel est le sort de cette force de l'EAC? Elle doit partir. Dans cette lancée? Elle doit partir. Parce que maintenant là, la RDC doit défendre son territoire. Ces 2 avions de chasse et d'autres peut-être viendront pour combattre le 23 dans le retour ou dans les massis. L'armée rwandaise, bien sûr, qui soutient le 23 là-bas. Voilà, c'est ça le label, c'est comme ça qu'on. Mais c'est l'armée rwandaise qui est en opération. Quel sera le sort de la force régionale de l'EAC? Elle doit partir. Qui est venue pour protéger notamment l'aéroport international de Goma et puis la ville de Goma. Aujourd'hui, c'est dans le Kibumba et dans le Rutshuru. Attendez, soyons sérieux. Donc cette force est venue, c'est ça, tu as raison de dire. C'est ce qu'ils avaient déclaré à leur arrivée. Nous sommes venus pour protéger l'aéroport. Est-ce que nous sommes sérieux? La ville de Goma et tout. Est-ce que nous sommes sérieux? Est-ce que nous sommes sérieux? Quand le président Félix Tshisekedi prend la parole au tribunal des Nations Unies, quand il a fait allusion à cette force, est-ce qu'elle était censée venir protéger la ville de Goma ou l'aéroport de Goma? C'est ridicule en fait. Comment on peut être naïf à ce point? Raison pour laquelle je dis même il y a une cacophonie dans la communication. En son temps, on avait dénoncé ça. Il y a une cacophonie qui ne disait pas son nom dans la communication, parce que même nos généraux étaient étonnés d'écouter les commandants en chef de cette unité de l'armée kenyane ici dire qu'ils sont venus. Ils étaient étonnés. Même la presse qui était là était étonnée. Ouais, nous étions là. Ils ont même évoqué des aspects diplomatiques, le dialogue. Nous préférons les gens d'abord le dialogue. Alors que le président Félix Tshisekedi a rassuré la population congolaise que cette force venait en appui au FARDC pour combattre. Pour une mission offensive. Enfin, et elle devait même entrer par Bunagana. Donc ça veut dire que même notre président, il a été manipulé. Mais sur le plan diplomatique, est-ce que c'est facile de retirer cette force aujourd'hui? Parce qu'il y a déjà des accords. Et là, un quartier général en ville elle doit. Goma. Non, attendez. Ça, c'est pas négociable. Et en cas de départ, si jamais cela se faisait, est-ce que la RDC va assumer sur le terrain? Elle a toujours assumé, malgré le fait. Parce qu'en faisant appel à cette force, c'était l'expression d'un besoin. On a menti, je l'ai dit, j'assume mes mots, on a menti au président Félix Tshisekedi. Et l'agent qui a été utilisé pour induire le président Félix Tshisekedi en erreur, c'est M. Uhuru Kenyatta. Disons les choses comme elles sont. C'est un mensonge. Après ce qui s'est passé hier. C'est un mensonge. Le président Félix Tshisekedi s'est rendu compte qu'il a été roulé dans la farine par cette fameuse force. Et les Kenyans ne jouent pas frangé avec la RDC. Que cela soit clair, ni l'Ouganda, ni qui que ce soit. Et raison pour laquelle nous disons cette force, des grés ou des forces, cette farce, moi je l'appelle farce. C'est une farce, pas une force, mais c'est une farce. Elle doit quitter les territoires congolais. C'est notre pays, nous allons les défendre. Nous avons l'obligation, selon l'article 63 de notre Constitution, nous avons l'obligation et le devoir de défendre notre patrie. Donc la RDC doit, selon votre demande, doit se retirer de l'EAC alors? Je dis ceci, cette force doit partir. On parle de la communauté aussi parce que c'est une force qui vient d'une communauté régionale. La communauté régionale de l'EAC, à laquelle la RDC venait d'adhérer. Elle a des aspects économiques et sécuritaires. Mais pour les aspects sécuritaires, cette force-là nous joue une mauvaise farce au vu des faits que nous avons sur le terrain. Depuis quand? Parce que le président Félix Tshisekedi a rassuré la population congolaise qu'elle venait pour appuyer le FARDC à combattre le M23. Est-ce que cette force a même tiré une seule balle sur le M23? La réponse est non. Mais ils sont en train de déambuler ici en ville de Goma, en train de courir dans tous les Nganda. Mais M. Jamal, est-ce que cette force-là interdit au FARDC de combattre dans d'autres zones, à part
Kibumba et Romangabo. Comment se fait-il que cette force peut interdire le FARDC? C'est ça la question qui se pose. Comment se fait-il? Elle n'interdit pas. Alors, donc, c'est au FARDC de prendre le destin des Congolais en main. Elle s'est posée comme une force d'interposition. Mais elle n'interdit pas à la au FARDC. D'autant plus que du côté de Massissi, il y a du travail qui est en train d'être fait. Ouais, ça, et l'armée rwandaise est en train d'être tabassée là-bas, au sérieux. Malgré que les rapports de force jusqu'à maintenant posent encore problème sur le terrain. Mais nos enfants, nos fils qui défendent le territoire national sont en train de faire leur boulot. Mais sur le plan stratégique, la présence de l'EAC dans cette zone que vous appelez zone tampon est importante. Non. Parce que là, ça empêche en 23 d'atteindre Goma par la voie de Nyiragongo. Entre-temps, les FARDC sont en train de combattre de l'autre côté de Massissi. C'est aussi assiéger un tout petit peu les terroristes du M23. Prenons les choses telles qu'elles sont. Avant que cette force de l'EAC ne vienne, est-ce que l'M23 avançait du côté de Kibumba? Il y avait des affrontements. Un jour, ils reculaient, un jour, ils avançaient, un jour, ils reculaient. C'est vrai qu'ils mettaient une pression sur la ville de Goma. Les FARDC ont le devoir, ça concerne de défendre le territoire national. C'est dans leurs attributions. Moi, je dis ceci. Avec tous les moyens, toute la logistique que cette force a, parce que le gouvernement congolais a donné de l'argent, plusieurs millions de dollars, pour financer les déploiements. On n'a pas encore déterminé le budget. Mais le gouvernement congolais a versé de l'argent. Le gouvernement congolais a versé de l'argent. C'est de la bouche du ministre des Affaires étrangères, M. Lutundula. Il l'a dit. Le gouvernement congolais a donné l'argent. Parce qu'on a dit que chaque pays va prendre en charge sa force. Non, mais, la RDC devait apporter sa part. Et que la RDC a donné. Et les montants n'ont pas été... oui, parce que le budget, on n'a pas encore. Donc, moi je dis ceci. Cet argent pouvait servir mieux à notre armée à taper sur l'M23, sur l'armée rwandaise. Vous voyez? Alors là, nous nous retrouvons dans une situation telle que la force de l'EAC, c'est une force qui vient, permettez les termes, consacrer en fait la balkanisation. Qui vient consacrer le stratagème de Kigali, qui est celui de couper une portion du territoire national et y installer une population non congolaise, soi-disant de réfugiés. Parce que vous savez, les hommes passent, mais les institutions restent. Les États vont rester, de génération en génération. Je dis ceci au HCR, à la communauté internationale, aux Nations Unies, particulièrement à la France, qui sert de béquille au régime sanguinaire et criminel de Paul Kagame. Que ce qu'ils sont en train de créer en RDC, c'est une bombe à retardement. Et ils doivent être conscients de ça. Parce que ces gens-là qui le veulent implanter en RDC, ce ne sont pas des Congolais. Monsieur Jamal, nous allons terminer par cette question de la société civile. Demain, il y aura une journée ville morte, mais j'espère qu'il n'y aura pas vraiment de manifestations de nature tout va dépendre de l'état d'esprit. À casser ou à troubler l'ordre public. Mais qu'est-ce que vous attendez par ces manifestations? La force de l'EAC. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure voie aujourd'hui? Elle doit partir. Pour que votre point de vue soit entendu. Mon frère, c'est simple. C'est très simple. Cette force doit partir. Elle va partir. Est-ce que c'est après la manifestation de demain ou la journée ville morte que la force va partir? Nous allons exprimer notre ras-le-bol demain. Mais il faut définir d'abord une journée ville morte. Ça ne signifie pas des manifestations. J'ai dit, on a dit une journée ville morte, c'est clair. Il n'y a pas d'activité, les magasins ne sont pas fermés, les marchés fermés. Est-ce que vous savez qu'une journée ville morte, c'est l'expression par excellence de la population? Si seulement le mot d'ordre est bien respecté. Le mot d'ordre sera suivi parce que nous avons confiance à la population de la ville de Goma. Elle a démontré à quel point. Il y a de l'expérience quand même avec des. Voyez, parce qu'on a compris. On a compris. Un jour, ce n'est pas un problème. Si on peut sacrifier un jour. On reste à la maison. On reste à la maison. En méditant. Moi déjà, mes enfants, je ne vais pas les envoyer à l'école demain. De tous ces affres-là. Ouais. Parce que moi-même d'abord, mes activités demain, je ne les ouvre pas. En tout cas, pas avant 18h. Ok? Mais le président Félix Tshisekedi comprenne que nous ne voulons pas de cette force. Et que cette force est là. Les leaders, le pays qui sont entrés, on ne veut pas d'eux. Particulièrement cette force kenyane qui est venue en fait consacrer l'occupation de notre territoire national
par l'armée rwandaise. Voilà, donc demain, la société civile, le mois citoyen ont appelé une journée du mort dans la ville de Goma pour demander le départ de la force régionale de l'EAC. Laissez-nous votre point de vue en commentaire, très chers téléspectateurs de partout, nous suivez à travers le monde. C'était un plaisir de vous recevoir, M. Jamal Hussein. Le plaisir est partagé, monsieur. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons pour un autre numéro de Critique Actu. Laissez-nous un j'aime, votre point de vue en commentaire, bien sûr. Abonnez-vous à Francfort 243 en cliquant sur s'abonner. Ouvrez aussi la cloche des notifications pour rester en alerte de l'actualité de la République démocratique du Congo. À très bientôt.